Bonjour, bienvenue, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Bienvenue à ce nouvel épisode où nous allons pouvoir échanger sur un nouvel use case par rapport aux applications que je vous présente régulièrement sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin avec un nouveau use case. Il s'agit d'un cas qui concerne un restaurant et les réservations qui peuvent y être faites. Les cas de réservation, c'est les genres de use cases sur lesquels je suis déjà revenu une fois. Bon, j'ai déjà abordé une application dans ce sens-là par rapport à ce qui concernait les cabinets d'avocats et c'était plutôt par rapport au rendez-vous qui était pris. Et à l'époque, j'avais présenté un outil très intéressant qui nous permettait d'avoir un visuel en sortie assez intuitif et qui permettait d'avoir une vue assez globale sur un mois par exemple. Donc, pas seulement sur un mois, ça peut aller sur une semaine et sur un mois. Et cet outil, en fait, c'est Event Calendar. Et pour ce qui concerne cette nouvelle application des Restaurant Event Bookings, j'ai également recouru à cet outil pour avoir un visuel intéressant en sortie. Un mot par rapport à l'application elle-même, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un restaurant pour lequel les réservations sont bookées, comme on dit bookings, et ces événements sont bookés bien évidemment par les clients. Et dans une application normale, les cheminements normaux, je veux dire les flows de l'application seraient de cette manière que dans un premier temps, il faut qu'on connaisse de qui il s'agit. Donc, on va avoir les informations sur les clients. Donc, on va avoir une espèce de fiche signalétique sur les clients, ce qui s'est fait de plus normal. Hein. Donc, on peut avoir certaines données qui concernent, par exemple, les noms de la personne, son adresse email et après avoir enregistré ce genre d'informations, et si le client est fidèle, et évidemment, on peut maintenant aller vers une deuxième table, c'est-à-dire la table qui va en fait gérer les réservations. Et pour cela, on va retrouver un certain nombre de données qui sont par exemple l'heure de la réservation, la date, le plus important, la date, et les heures pour lesquelles ces réservations ou cette réservation pourra être placée. Et un peu plus loin, puisqu'il s'agit d'un restaurant, au niveau de l'analyse fonctionnelle, nous sommes allés plus loin en mettant en place un système qui nous permet de comprendre la relation qui entre, parce qu'il s'agit d'un restaurant, donc il y a une carte, hein, ce qu'on appelle les menus, et dans ces menus, on comprend un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle les meals et en anglais. Et là, on a pu établir ce qu'on appelle une sorte de relation de plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire sur un menu, on peut retrouver plusieurs articles, comme également plusieurs articles peuvent se retrouver dans plusieurs, donc un seul article peut se retrouver dans plusieurs menus, hein, comme un menu peut se retrouver sur une carte où il y a plusieurs articles, donc c'est cela une relation de plusieurs à plusieurs. Et aussi importance que nous avons mis en place un système qui permet de voir exactement qui il va placer donc ces bookings. Donc il s'agit de ceux qui travaillent dans les restaurants, ce qu'on appelle les staffs. Donc lorsqu'on veut avoir un fichier log qui va savoir qui exactement a pu encoder ces informations, on peut également savoir qui a booké ces réservations. Et ces réservations contiennent aussi ce qu'on appelle un set de statuts. Donc soit ils sont planifiés, ils peuvent être changés, ils peuvent être modifiés comme ils peuvent être annulés. Donc on a mis en place un système de statuts par rapport à une réservation. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect technique, bon, rien de neuf ici, seulement comme je l'ai dit, je suis revenu sur Event Calendar. C'est un outil qui m'avait extrêmement plu. C'est un outil qui est fait en JavaScript et qui a un rendu vraiment magnifique qui permet de voir comme sur une espèce de calendrier quels sont les événements qu'on peut avoir sur une plage qui va sur un mois. Et l'avantage ici, c'est que je me suis permis d'utiliser la manière classique. Quand je parle de la manière classique, c'est que j'essaie d'avoir un data table qui me permet d'avoir un ensemble d'enregistrements qui ont été déjà placés dans une table. Et ces enregistrements, pour ceux qui sont les réservations, lorsqu'elles sont affichées dans une data table, elles sont triées, elles sont filtrées par le nom du client. Mais par contre, dans l'Event Calendar, je n'ai pas fait cela. J'ai choisi plutôt l'option d'afficher globalement toutes les réservations et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir exactement comment cela s'affiche avec les statuts. Et pour chaque statut, il y a une couleur qui permet d'indiquer qu'il s'agit d'une réservation
qui a été confirmé, qui est planifié ou bien qui a été modifié. À côté de cela, je suis revenu également sur un aspect intéressant que j'avais abordé il y a quelques mois. C'est celui qui concerne les autorisations et les droits, c'est-à-dire l'authentification, je veux dire l'authentification et les autorisations. C'est-à-dire c'est la possibilité qu'on a avant de pouvoir utiliser une application, on doit s'authentifier. Donc on s'authentifie, à ce moment-là, on peut accéder à un certain nombre de ressources. Je suis également revenu sur cet aspect qui, à mon sens, je trouve qu'elle est importante. C'est une manière de sécuriser une application. Et j'ai mis en place cet aspect pour dire, tant qu'on n'est pas authentifié, on ne sait pas accéder, on n'accède à aucune ressource de l'application. La dernière fois, j'étais allé un peu plus loin, c'est-à-dire par rapport à certaines ressources, on pouvait accéder, mais par rapport à certaines ressources, il y avait des droits qui étaient limités. L'accès, je veux dire, les credentials, les droits qu'on peut accéder à un utilisateur étaient limités selon qu'on soit simple utilisateur ou administrateur, on pouvait avoir plus de droits. Je ne suis pas allé aussi loin, je me suis limité uniquement à l'aspect de pouvoir accéder lorsqu'on accède. En fait, celui qui accède, il a le droit d'utiliser toutes les ressources. Donc je ne suis pas allé très loin par rapport à cela parce que cela n'était pas les buts profonds de cette application. Les buts, c'est uniquement de présenter ces use cases et les flows qui s'ensuivent. Et pour les restes, j'ai utilisé l'architecture qu'on appelle le Domain Driven Design avec Repository Pattern, tout ce que j'utilise régulièrement. Et ici, les langages de programmation, c'est C#, .NET.6. Et j'utilise énormément également JavaScript, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'avec Event Calendar, c'est un outil qui vient en JavaScript. Et là, j'ai utilisé aussi du JavaScript. Et comme j'utilise également JavaScript pour ma grille, qui me permet d'afficher les informations dans une table, ma data table également, elle est en JavaScript. Donc, trêve de bavardage. Je vous convie donc à suivre l'application telle qu'elle fonctionne. Et je reviendrai à la fin, comme d'habitude, pour dire un mot. Voilà, à tout de suite. Très bien, voilà donc ce dont il s'agit. J'ai parlé, il s'agit de notre application. Il s'agit du cadre d'un restaurant qui reçoit les réservations des clients. Et ces réservations sont encodées dans les systèmes par les membres du staff. Et ces réservations, comme je l'ai dit, peuvent avoir, dans leur cheminement, elles peuvent avoir différents statuts. Elles peuvent être confirmées, complétées ou bien ces réservations peuvent être supprimées. Et lorsque ces réservations sont faites, et cela peut aller via un appel téléphonique et cela est encodé. Et cela peut également faire l'objet d'une réservation en ligne puisqu'il s'agit d'une application telle que nous l'avons mise en place ici. Il est possible que on peut prévoir la possibilité de la mettre en ligne pour que les clients puissent aussi, via un formulaire que les clients peuvent remplir et les informations peuvent venir également de cette manière-là pour que les réservations puissent être codées. Et lorsque les clients fait sa réservation, il lui est proposé un menu et dans ce menu se retrouve un certain nombre de items, sont les articles qui font partie d'un menu parce que chaque menu a un nom et il comprend un certain nombre de items qui sont là-dedans. C'est comme ça qu'on a prévu une relation de plusieurs à plusieurs. Dans le cas où, vous le voyez, nous avons un menu les meals. Donc dans un menu, on peut retrouver plusieurs items comme un meal peut se retrouver dans plusieurs menus également. Ici, nous sommes clairement dans une relation de plusieurs à plusieurs qu'on a mise en place et on les verra concrètement lorsque je vais présenter l'application. Un autre aspect, c'est celui des notes. Lorsqu'une réservation est faite, elle peut faire l'objet de certaines annotations plus tard et il s'agit d'une table, une subtable qui va venir après les réservations, les bookings, et dans cette table, elle s'appelle Bookings Note. Donc, on pourra placer différentes notes qui concernent une réservation. On peut, par exemple, dire, voilà, on veut changer, on veut avoir une table pour... dès le départ, on avait choisi une table pour 4 personnes. On peut aller vers une table de 5, 6 personnes. Donc, ce sont ces genres d'informations. Par exemple, les notes qui peuvent venir, qui peuvent s'ajouter au fil du temps par rapport à une réservation qui est déjà placée. Maintenant, pour ce qui concerne les design patterns, qu'est-ce que nous avons mis en place pour écrire cette application? Ce qu'on appelle les méthodes agiles. Dans le cas précis ici, comme d'habitude, moi je travaille avec Domain Driven Design et nous sommes avec Entity
firmware core au 6. J'ai utilisé repository pattern, unit of work, factory pattern. Et pour l'application qui va gérer l'interface graphique en sortie, donc j'ai utilisé Model View, Control, et les langages de programmation c'est C#. Et il y a également la dépendance injection que j'ai utilisée ici. Et nous avons utilisé la version qui est directement, qui vient avec .NET Core, puisque par les passés j'ai eu à utiliser AutoFac, mais ici pas besoin de le faire. Nous avons utilisé ici pour le cas précis la fonctionnalité qui est built-in, c'est-à-dire qui est fournie directement avec .NET Core. Voilà un peu présenté sommairement de quoi il s'agit sur schématiquement l'analyse fonctionnelle de cette application. Très bien, voici notre application telle que se présente sur la page de démarrage lorsqu'elle démarre. Et comme je l'ai dit, nous avons mis en place les mécanismes pour nous authentifier, pour pouvoir accéder à l'application en elle-même, pour pouvoir l'utiliser. Nous avons un menu ici au-dessus qui reprend différentes rubriques. Et comme vous le voyez, ici, on ne peut pas accéder tant que nous ne sommes pas connectés. Voilà, nous allons le faire, nous allons nous loguer. Et dès que nous sommes logués, voilà, nous avons accès à toutes les ressources pour cette application. J'aimerais préciser, comme je l'ai dit dans ma présentation, dans mon introduction, pour les cas précis ici, je ne suis pas allé très profond dans les ressources, c'est-à-dire mettre en place un système de simple utilisateur et administrateur, c'est-à-dire segmenter les autorisations que les utilisateurs peuvent avoir par rapport à l'application, comme je l'avais présenté dans le cas de l'application sur les cabinets d'avocats. Donc, c'est-à-dire que on peut, selon qu'on soit administrateur ou utilisateur, on a un accès limité à certaines ressources. Ici, dès qu'on se connecte, on a un accès total à toutes les ressources de l'application. Et on y va, on va voir ici, nous avons ici, c'est la liste de tous les clients de ces restaurants. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent placer des réservations, bien évidemment, et cela se fait via ces boutons qui s'appellent les bookings. Et on les voit, et lorsqu'à chaque fois, ce qui a été déjà fait pour ce client, Imar Boukassa, on peut voir tout l'ensemble de toutes les réservations que ce client a déjà placées par rapport dans ce restaurant. Vous le voyez, nous avons l'heure, la date à laquelle l'événement va commencer et la date de la fin, et les statuts de la réservation. Donc on va dire c'est planifié, c'est-à-dire ça a été mis en place, et les moyens de paiement, c'est les cash. Ici, ce que j'aimerais préciser, un aspect intéressant, nous avons ici, pour chaque client, lorsque je clique sur le bouton réservation, nous avons les réservations qui s'affichent pour chaque client, mais ces réservations sont filtrées. Elles sont filtrées par le nom du client. Donc, c'est-à-dire, si je reviens ici, j'ai choisi donc pour chaque client, je sais voir les réservations qu'il a faites. Ici, Dirk Williams, il n'a fait qu'une seule réservation. Maintenant, à la différence, parce que je vous ai parlé d'un outil très intéressant que j'ai également utilisé ici, qui s'appelle Event Calendar. Event Calendar me permet, voilà, ceci est un calendrier, tout ce qu'il y a de plus logique. Vous voyez, il présente, nous sommes au mois de janvier, non, attendez, on va fermer ceci. Nous sommes au mois de janvier 2023. Et qu'est-ce qu'on aperçoit ici? Les événements à venir. Donc ça, c'est déjà passé. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2023. Et vous le voyez, les événements qui sont prévus aujourd'hui, bon, ça, c'est déjà passé. Donc c'est une réservation que les clients avaient faite les 27, donc il est déjà passé. Et on voit pour les réservations à venir. Aujourd'hui, par exemple, il y a cette réservation. Et lorsque je clique sur une réservation, voilà ce qui se passe. Voilà la magie qu'on a. En fait, nous avons un modal form, c'est-à-dire c'est une sorte de pop-up qui va s'afficher et qui va me donner tous les détails par rapport à la réservation qui a été faite. Vous voyez, c'est une réservation qui a été faite par Thérèse Chongué et voilà, c'est le nom de la personne qui a fait la réservation. Quand est-ce que la date de début, c'est le 29 janvier à 16h48 et elle va se terminer à 21h48, la même date du 29 janvier. Et
une chose intéressante aussi ici, c'est par rapport, vous voyez, chaque réservation n'a pas la même couleur. En fait, les couleurs veulent dire, chaque réservation par rapport à son statut va avoir une couleur qui indique. Par exemple, ceux qui sont en jaune veulent dire que ce sont des réservations qui sont déjà planifiées, et celles qui sont en et qui ont cette couleur mauve, ça veut dire que ce sont des réservations euh, entre guillemets qui seraient déjà finies, donc qui seraient déjà consommées, et ceux qui sont en rouge, ce sont des réservations qui ont également un autre statut. Selon, voilà. Nous revenons également, ici on voit c'est toujours Chonge, Terre Chonge qui a fait la réservation. Ici c'est John Lombo, vous le voyez. Et vraiment c'est très intuitif, j'aime ça parce que ça permet d'avoir... voilà, on a ces visuels hein, qui nous renvoient directement à un calendrier, qui nous fait voir qu'il est possible, voilà, on a une restitution. Les données qu'on a ici, elles ressemblent en tout point. Donc si je vais là, ce sont les mêmes données. Mais ici, elles sont filtrées par client. Tandis que lorsqu'on va dans Booking, là, on a des données qui sont... voilà, des données qui concernent tous les clients hein, qui sont présentés ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons créer une réservation pour les 8 février. Voilà, on va le faire. Je sélectionne la personne qui va le faire, le nom du client. Je prends Fred Keppel. Le staff, Franck Olivier. Bon, une chose que j'aimerais préciser ici, ça paraît un peu tiré par les cheveux puisque j'ai dit que ce sont les membres du staff qui doivent encoder les demandes des clients. Or, il y a déjà quelqu'un qui s'est connecté ici. Donc ça fait double emploi, nous avons quelqu'un qui s'est connecté et à la fois il doit fournir les informations sur la personne qui remplit les formulaires. Ça fait un peu redondant. Donc j'ai fait ça à dessein, mais il est possible hein, de prévoir la possibilité que la personne qui s'est connectée ici soit également automatiquement reprise ici comme celle qui va faire la réservation en ligne. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, j'ai choisi de le faire ici pour des raisons de convenance, mais il est possible également, donc j'aimerais le préciser, il est possible de prendre directement la personne qui est connectée ici comme celle qui va créer la commande. Donc la méthode de paiement, on va prendre, il va payer cash. La date, j'ai dit, c'était le 8 février, mettons à midi, et ça va finir les mêmes jours, hein, les 8. Et ça va finir, mettons, vers 14h17. Et les statuts de l'événement, il est planifié. Et ici, je dis seulement event. Si je veux ajouter un commentaire supplémentaire, je dis seulement event. Voilà. Voilà. Et nous avons la notification qui apparaît ici, qui nous dit que notre événement a été créé avec succès. Et nous allons vérifier les 8. Ah, c'était... Oui, le 8, oui, c'est effectivement le 8, oui. Voilà. Voilà l'événement que nous avons créé, donc c'est le 8, effectivement, c'était John Keppel, Fred Keppel, voilà. L'événement a été créé avec succès et nous le voyons, ceci apparaît là. Et on peut également, si je vais ici, je vais chercher Fred Keppel, je vais chercher ses réservations. Voilà, je trouve cette réservation. Hein, qui a été faite pour le 8, hein, elle a été planifiée et je peux créer une réservation via Event Calendar comme je peux la créer également par la méthode traditionnelle entre guillemets hein, qui me permet ici, je vais dire, par les formulaires, regardez, on va les faire, je prends toujours le même Fred Keppel. Je vois ces réservations, celle qu'on a créée. Je vais en créer une autre, mais maintenant je l'ai fait différemment. Cette fois-ci, il va payer par carte de crédit. On va prendre la même date. Hein, pour être plus cohérente, on va prendre le 8 et on va aller un peu plus tard dans la journée. Mettons, il réserve à 18h. Et toujours le même jour, le 8. Et
jusqu'à 20 heures par exemple, prenons cela. L'événement est également planifié. C'est lui qui crée l'événement. Bon, là je l'ai dit et c'est un peu fait à dessein parce que, je me le répète, ça paraît un peu redondant parce que il aurait été idéal. L'idéal aurait été que la personne qui est connectée ici soit la même dans le staff qui va créer l'événement. Donc cela est possible, mais je l'ai fait ici à dessein, donc il est possible d'échanger pour que nous soyons un peu plus cohérents par rapport à nous-mêmes, au lieu de faire double emploi, c'est-à-dire on est déjà connecté et puis après préciser quelle est la personne qui va créer la réservation. Bon, ça me paraît un peu redondant, mais je voulais les préciser ici qu'il est possible d'échanger cela puisque nous avons fait cela à dessein. Et je vais changer ici, je vais pour les statuts de la réservation, je vais prendre que le statut il est confirmé. On va voir ce que ça va donner dans le calendrier. Voilà. Vous le voyez, nous avons 2 réservations qui ont été faites ici. Et suivant les statuts, bon, bien évidemment, nous avons notre notification qui est apparue là au-dessus pour nous indiquer que cela a été créé avec succès. Nous le voyons pour la même personne, Fred Keppel. Elle a fait 2 réservations. La première commence à midi. Et selon les statuts qu'a cette réservation, il y a une couleur en particulier qui apparaît pour nous indiquer. Cela indique que nous avons des réservations qui ont des statuts totalement différents. Et ces couleurs, c'est uniquement pour rendre les visuels plus intuitifs, nous indiquer que nous avons 2 réservations, mais qui n'ont pas les mêmes statuts. Donc, voilà un peu les buts de cela. Et lorsqu'on clique, évidemment, on voit, il y a les détails qui apparaissent par rapport à la réservation qui a été faite. La réservation a été faite par Fred Keppel et elle va débuter à 18h16 pour se terminer à 20h17. Donc, on le voit ici, nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Il est possible de créer une réservation. Bon, j'ai prévu la possibilité de le faire directement via Event Calendar, comme on peut le faire aussi de manière traditionnelle, entre guillemets, en passant directement parce que la logique veut qu'on ait d'abord les données du client et lorsqu'on a les clients, on va maintenant créer des réservations qui sont afférents à ce client, parce que c'est cela la logique. Lorsqu'on a une table et que on veut créer un événement par rapport à ce qui se trouve dans cette table, donc c'est la clé primaire de cette table qui sera la clé secondaire dans la deuxième table. La clé étrangère, comme on le dit officiellement, foreign key, c'est cela, cette clé qui va être la clé étrangère dans la table des réservations. Et de l'autre côté, nous avons les staffs. Les staffs, ce sont les membres du personnel qui travaillent là et qui font différentes tâches, entre autres prendre les réservations des clients. Et vous le remarquez ici, nous avons ici une grille qui présente les informations. C'est la même grille que nous avons également là, mais ici elle nous présente les membres du staff et pour lesquels nous effectuons des opérations habituelles, ce qu'on appelle les crews, ce que j'appelle les crews, c'est-à-dire je peux créer un enregistrement, je peux les lire, je peux les modifier, comme je peux le supprimer. Et pour les cas précis, si nous pouvons les lire, c'est-à-dire nous avons une grille déjà qui nous lisons toutes les informations qui se trouvent dans la table du staff. On peut les modifier, oui. Oui, Étienne, je peux changer, je mets Étienne avec S, on va voir si ça sera modifié. Voilà, vous le voyez effectivement. Donc, staff update successfully, ça veut dire que ceci a été modifié avec succès. Vous le voyez, Étienne maintenant est avec S. Je peux les modifier à nouveau, oui, je le remets comme il était auparavant. Je le remets comme il était auparavant. Voilà, il a été corrigé et je retrouve. Donc, c'est cela qu'on appelle les crews. En fait, ce sont des méthodes que je mets en place avec mon repository pattern qui me permet de mettre en place des méthodes qui vont me permettre d'exécuter cet ensemble d'opérations sur chaque table. Pour les cas précis ici, ce sont... Et je l'expliquerai un peu plus dans les codes. Donc, ce sont des méthodes génériques que je mets en place et qui vont être héritées par toutes les tables pour pouvoir mettre en place ces opérations sur différentes tables. Comme je peux le faire sur les clients, je le fais sur les staffs, je peux également le faire sur les menus. Et une chose intéressante ici, je l'ai dit dans la présentation précédente, c'est que pour ce qui concerne les menus et les meals,
nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire dans un menu, donc on peut retrouver un certain nombre d'items et ces mêmes items-là peuvent comprendre plusieurs menus, donc peuvent reprendre en eux plusieurs menus. Comme je le disais, nous avons une relation de plusieurs à plusieurs entre menus et meals, donc on peut retrouver certains détails qui sont dans les meals, et puis on les retrouve également, donc un menu peut comprendre plusieurs items de meals, comme un meals peut se retrouver dans plusieurs, peut comprendre plusieurs menus dans lesquels il s'y retrouve. Voilà, c'est le seul aspect où nous avons ici cette relation de plusieurs à plusieurs, nous avons cette relation de plusieurs à plusieurs, nous avons ces menus, nous avons différents menus qui sont là, et de ces menus, il y a certaines informations qui viennent ici, c'est les détails qu'on peut afficher par menu, certaines informations pratiques que je mets souvent en affichage. Nous avons la description, nous avons les noms du menu, la description, une description succincte du menu, et ici ce sont des fichiers que j'appelle des fichiers d'audit qui nous permet de faire le tracking, qui nous indique généralement à quel moment cet enregistrement a été créé et quand est-ce qu'il a été modifié. Ce sont des informations généralement qu'on n'affiche pas à première vue, mais qui peuvent être utiles lorsque rétrospectivement on veut comprendre s'il y a un problème dans le système. Donc c'est ce qui peut être mis en place pour voir cela. Donc le plus important, comme je l'ai dit, c'est ce mécanisme qu'il y a de mettre en place les réservations et d'avoir un suivi. Un autre aspect par rapport aux réservations, lorsque les réservations sont déjà mises en place, j'ai parlé des notes. Donc on peut mettre en place des notes. Par exemple, pour cette réservation, il y a des notes dont les numéros ici. Donc il y a un certain nombre de notes qui ont été mises en place. Et je peux, par exemple, en ajouter. Je vais dire, par exemple, réserver table pour 6 personnes. Et je vais créer. Voilà, vous le voyez, pour ce même enregistrement. Donc, la première note, elle est celle-là. Bon, elle était juste pour les tests, mais pour les cas précis, vous le voyez, je vais dire réservé pour 6, donc pour ce même enregistrement, avant que l'enregistrement puisse être consommé entre guillemets, on peut éventuellement y ajouter certaines informations supplémentaires. C'est ce que j'appelle ici les notes. Donc voilà, on peut demander, je peux ajouter également une note supplémentaire, c'est toujours une information que je dis, donc j'ajoute en rapport avec ma réservation. Je vais dire réservé. Je précise, j'ai un coin particulier et calme dans le local du restaurant. Voilà, je l'ai créé. Donc voilà encore une note qu'on ajoute par rapport à certaines réservations qui indique un certain nombre d'informations utiles, à savoir qui peuvent être utilisées dans le cas précis pour préciser ce dont les clients auraient besoin par rapport à cette réservation. Voilà, c'est un flow qui est assez simple. Donc nous avons les clients dès le départ qui sont enregistrés, ils font les réservations et pour ces réservations ils peuvent avoir des demandes spécifiques par rapport à un menu. Et les informations qui concernent les menus et les meals, ces informations sont enregistrées dès le départ. Elles ne concernent que les restaurants qui peuvent créer certaines combinaisons. Comme je l'ai dit ici, les restaurants vont créer des combinaisons par rapport aux menus et les contenus qui y est, ce sont les meals. Et le cœur de l'application tel que moi je le considère, il est ici, c'est dans les bookings. Dans le cas précis ici, comme j'ai utilisé Event Calendar pour me donner ces rendus qui est assez intuitif du point de vue visuel, qui nous permet de comprendre déjà à peu près de quoi il s'agit. Et lorsqu'on clique à chaque fois sur une réservation, on sait voir de quoi il s'agit. Il nous donne un peu plus d'informations en détail. Ici, également, ce qui est intéressant, on peut faire une réservation qui chevauche sur plusieurs jours. On peut avoir une réservation qui chevauche. Donc la réservation peut aller, comme dans le cas précis, si nous avons une réservation qui démarre les 3 et qui se termine le 4, on peut en faire
Donc, une réservation peut aller sur quelques heures dans une journée, comme elle peut également aller sur 2 jours, hein, comme dans le cas précis ici, on le voit, si on clique sur les détails, on le voit effectivement, elle commence le vendredi 10 février et elle se termine le samedi, hein, elle se termine le samedi 12 février. Donc, celle-ci, elle va carrément sur 3 jours. Hein. Elle va sur 3 jours, elle démarre le lundi pour se terminer vers le 12. Tandis que dans le cas précis ici, attendez, on va avancer. Oui, on avance et on le voit effectivement ici, c'est le... oui, en avançant un peu, on voit cette réservation, oui, dont il est question. Elle commence les 10. Hein, voilà, je vais cliquer sur les détails. Elle commence les 10 pour finir effectivement les 12 hein, février. Donc, c'est une réservation qui va sur 3 jours. Voilà donc ce dont il s'agissait. Moi, l'effet visuel, il est très beau, il est très intuitif et il nous permet de comprendre un peu de quoi il s'agit. Hein, c'est ce que j'ai voulu plus insister sur ça. Pour les restes, bon, ça paraît un peu de la routine. Bon, ce sont des procédures classiques que j'ai l'habitude de faire, mais c'est bien d'avoir une autre composante dans laquelle on peut avoir un affichage qui nous rend les choses avec un rendu très intuitif qu'on sait lire et comprendre très facilement de quoi il s'agit. Voilà, maintenant, on va, pour finir, comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil dans les codes. Donc, je vais vous montrer ce qui a été mis en place pour écrire cette application. On va fermer tout ceci. Voilà, comme vous le voyez, il s'agit d'une solution. Hein. En Visual Studio, nous avons une solution ici qui comprend 4 projets. Et ce sont ces projets. Le premier, le plus important, bon, pas les plus importants à mon sens, c'est celui qui reprend les entités. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le domaine driven design. Donc, les entités des domaines sont les cœurs de l'application. Si ces entités changent, l'application aussi va changer. Et ce sont en fait ces entités des domaines qui communiquent. C'est eux et elles seules qui communiquent avec la base de données. Parce qu'au niveau de l'interface graphique, j'ai mis en place ce qu'on appelle les DTO. Les DTO, ce sont des classes qui sont les pendants de mes entités de domaine, mais qui me servent uniquement à contenir ce qui va être affiché ou à garder temporairement ce qui va être transféré dans les entités de domaine qui, elles, vont communiquer avec les bases de données. Et j'ai prévu un mécanisme ici qui me permet à ce que les entités des domaines puissent communiquer avec les DTO. Attendez, voilà. Donc, nous avons mis en place ici, c'est grâce à Automapper. Automapper permet. Voilà comment j'ai défini mes relations ici. Chaque fois entre les entités de domaine et les DTO. Ça, par exemple, c'est un DTO donc, qui me permet de créer ou de modifier une réservation. Et lorsque un certain nombre d'événements sont faits, il va transférer ça dans Booking, qui est lui l'entité de domaine, qui lui va communiquer avec la base des données et effectuer un certain nombre d'opérations. Je vais vous les montrer ici dans les contrôleurs. Lorsque je vais créer, par exemple, un événement, voilà, nous sommes là. Lorsque je vais créer un événement, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, les propriétés qui sont chargées dans cette classe vont venir là, hein, puisque je passe ici un paramètre, elles vont venir là. Et je vais d'abord piocher dans la base de données pour vérifier s'il s'agit du bon client. Donc, on va faire une recherche par son ID. Hein. Lorsqu'on trouve que c'est le bon client, en fait, il va me charger. Il me confirme que voilà, il s'agit du bon client. Parce que la clé va venir de la table cliente. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer une nouvelle instance de la réservation, ce qu'on appelle Booking, la classe Booking. Et il m'écrit une nouvelle instance. L'instance est créée là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire les mappings. Je prends tout ce qui se trouve dans la classe qui est passée en paramètre, hein, ici, Create Booking, et je vais envoyer tout cela dans la nouvelle instance de Booking qui en fait
l'entité des domaines qui va communiquer à la base de données. Donc, Automapper va me faire les transferts de toutes les valeurs des propriétés qui sont là. Il va les transférer dans CustBooking. Et puis après, comme il s'agit ici d'un subtable, donc qui fait partie de la classe qui est en tête, c'est en fait la classe Customer. Donc, je vais appeler la méthode ici list, un sous-composant, et pour y ajouter ce qui se trouve dans CustBooking. Et lorsque cela est ajouté, cela est envoyé à Entity Framework. Et Entity Framework, connaissant bien les schémas que j'ai mis en place pour mettre les relations qu'il y a entre différentes entités, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle Aggregate Root, eh bien, lui va envoyer ça à Entity Framework. Entity Framework va me traiter cela. Il va comprendre que il s'agit d'un client pour lequel une réservation est faite. Et lorsqu'il envoie ça à la base de données, c'est là, lorsqu'il envoie ça à Entity Framework va traiter cela comme une table avec un subtable et qui respecte la relation de primary key et foreign key, et il va enregistrer cela dans la base de données. Et c'est comme ça que vient cette notification, Notify Success, Booking Event Added Successfully. Et ça, c'est la notification que moi je vais voir en sortie. Normalement, si tout ceci se passe bien, eh ben, la notification ici va s'afficher pour me dire que voilà, l'opération s'est effectuée avec succès. Voilà un peu un aspect que je vois régulièrement, que j'ai repris presque un peu partout, mais bon, la logique diffère suivant chaque cas. Mais c'est comme ça que dans les contrôleurs, comme je l'ai dit, puisque en sortie ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle, je vous ai bien dit, j'ai utilisé MVC, nous avons ici les modèles, c'est là où se trouvent mes DTO, les fameux DTO, et les views, ce sont les formulaires en fait qui vont m'afficher, qui vont s'afficher à l'écran, et les contrôleurs, c'est là où se trouvent toutes les méthodes qui vont gérer. Vous voyez, nous avons un contrôleur pour les clients, nous avons un contrôleur pour les milles, nous avons un contrôleur pour les menus, nous avons un contrôleur pour les staffs. En fait, ce sont des classes qui contiennent des méthodes qui gèrent chaque classe en fonction de sa dénomination. Vous le voyez, nous avons menu, meal, home, customer, booking note, et toutes les méthodes afférentes à cette classe se retrouvent dans ce qu'on appelle les contrôleurs ici. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Bon, j'aime bien de temps en temps dire un mot par rapport à ce qui a été mis en place pour créer l'application. C'est aussi une manière de vous montrer que voilà, nous avons effectivement écrit cette application et que voilà. Mais on ne peut pas aller plus loin parce que bon, je trouve que ce n'est pas le but principal de ma présentation. C'est plus montrer comment l'application en elle-même fonctionne. Maintenant, si on veut en savoir plus, oui, pourquoi pas. Je vais mettre ces codes sur mon repository sur GitHub. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront y aller et voir exactement comment ces codes a été écrit. Voilà, je vous remercie et puis on se retrouve pour les mots de la fin. Voilà, très bien, voilà qui met fin à cette application très intéressante pour laquelle moi j'ai pris énormément de plaisir à développer. Comme d'habitude, je le dis toujours, je prends toujours énormément de plaisir à développer les applications que je vous présente. J'avais promis, je me souviens la dernière fois que l'on aborderait les cas des assurances, voilà, je vais y revenir, ça sera la prochaine fois qu'on va le faire, j'y travaille déjà. Et je remercie ceux qui ont réagi et ceux qui m'ont contacté par rapport aux applications que je présente. Comme je l'ai dit, il est intéressant que cela soit vraiment interactif, que cela ne doit pas ressembler à une espèce de monologue pour lesquels je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on parle des concepts qui semblent un peu abstraits, que de pouvoir parler à une audience. Des fois cela semble assez difficile, mais je vous remercie quand même de prendre la peine et le temps de pouvoir me suivre, et les feedbacks que je reçois, cela m'encourage à pouvoir continuer et aller de l'avant. Les applications que je présente, souvent, comme je l'ai dit, ce sont des use cases. Je ne veux pas me lancer dans une espèce d'une approche qui insisterait beaucoup plus sur l'explication des concepts qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de le faire et honnêtement, je n'ai pas les moyens de le faire. Il existe des sites qui
qui font cela très bien, qui font ça mieux que moi sur Internet. Si vous cherchez, vous trouverez des sites sur lesquels vous aurez les explications pour comprendre ce que c'est que la dépendance injection, par exemple, qu'est-ce que c'est que repository pattern, tous ces patterns, CQR pattern, tous les patterns que vous voulez. Il existe des sites très intéressants qui parlent de tout cela et qui les font vraiment très bien, mieux que moi. Je ne peux pas l'aborder, je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moyens de pouvoir les faire. Mais ce sont des concepts que j'aborde, peut-être j'en parle en survolant et ça va un peu vite. Mais je vous recommande vivement d'aller sur des sites qui font ça très bien et qui les présentent. Parce qu'actuellement, il est possible sur Internet d'accéder à un moment de savoir qu'on peut accéder. Bon, tout dépend aussi du niveau qu'on a. Est-ce qu'on a un niveau débutant, un niveau intermédiaire ou un niveau... Donc on peut facilement engranger et ruminer cela, ça dépend du niveau pour lequel, les niveaux pour lesquels on possède. Mais tous ces cours également proposent des modules pour des débutants, pour ceux qui ont un niveau intermédiaire et aussi un niveau avancé. Ce que moi, je ne peux pas et je pense, je l'avais dit dès le départ, que moi, je ne présente que les applications que je développe. Je ne m'attarde pas beaucoup sur certains concepts. Oui, j'en parle parce que voilà, il faut expliquer un peu comment tout ceci a été mis en musique. Lorsqu'on écrit une application, je pense qu'on doit être en mesure de pouvoir expliquer quelle est la démarche qu'on a adoptée pour arriver jusqu'à la fin et avoir ce résultat en sortie. Ça, c'est ce que je fais. Mais maintenant, insister, aller jusqu'au fond, expliquer chaque instruction, pourquoi j'ai fait ça, ce n'est pas possible, on n'a pas assez de temps. Parce que, vous voyez, moi... les présentations que j'ai fait ici, elles sont sur un format qui tourne autour des 40 minutes. Je ne vais pas faire au-delà de 40 minutes. Parce que quand c'est trop long aussi, ça devient ennuyant. Et que lorsqu'on s'adresse à un auditoire qui peut-être ne comprend pas de quoi il s'agit, quand c'est trop long aussi, à un moment, ça devient ennuyant. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ceci. Et je vous fixe rendez-vous à la prochaine. D'ici là, je vous dis au revoir. Ciao.